Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Espace TV pour le franc-parler, l'émission qui refuse la langue de bois et regarde l'actualité africaine droit dans les yeux. Merci d'être avec nous pour 52 minutes, environ 52 minutes d'actualité et d'analyse sans concession, comme vous en avez l'habitude avec Lamine Guirassy d'habitude dans cette émission. Lamine Guirassy dont j'ai le plaisir d'assurer un petit peu le remplacement. Alors aujourd'hui, nous recevons un homme qui ne se contente pas de commenter l'économie africaine, il la façonne depuis plus de 25 ans de la faculté de Conakry au sommet de la Sorbonne. Son ascension l'a mené dans les couloirs les plus sélectifs de la finance internationale, Crédit Agricole, BBVA, puis l'OCDE à Paris, expert en droit, en gestion, en relations internationales, en analyse prospective. Il est aujourd'hui une figure de proue du développement du continent, président du CIDIGA, fondateur d'Open Business Africa et ambassadeur pour la France de l'IHRC, une agence de l'ONU. Il est celui qui murmure à l'oreille des grands groupes et des investisseurs pour les convaincre que l'avenir du monde se trouve au sud du Sahara. Cheikh Keïta, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, ambassadeur. Bonjour, merci de votre invitation. Je suis très heureux d'être sur votre plateau, un beau plateau. Merci beaucoup, merci. C'est un plaisir aussi de vous recevoir. Nous allons parler business, nous allons parler bonne gouvernance, minerais, mais aussi de votre combat pour une Afrique plus développée, pour une autonomisation des femmes, pour une innovation. On va évoquer tout cela. Alors, moi, première chose, je le disais déjà hors antenne, je suis absolument bluffé par la quantité de choses qu'on retrouve dans votre CV, dans votre parcours, énormément d'initiatives de création d'entreprises, de création de mouvements. Qu'est-ce qui vous anime, Cheikh Keïta? Merci pour la question. Mais simplement, la cause de l'Afrique est notre mère commune. L'Afrique a ses enfants disséminés partout. C'est une chance extraordinaire. Elle doit saisir l'occasion de récupérer tous ses enfants pour se servir de ses enfants, pour se lancer dans une perspective globale, celui de son émancipation. Si je parle des émancipations, c'est-à-dire je parle de la possibilité de se séparer de notre boulet qui nous entraves, c'est-à-dire celui de notre encroche vers les pays qui nous ont colonisés, et pour prendre l'envol global, pour se diversifier, pour essayer de mettre en perspective des stratégies nouvelles pour son développement et pour se séparer de ce carcan qui nous tire derrière. Alors je dois vous dire que vous avez parlé de International Human Rights Commission, ça c'était mon passage. Mais aujourd'hui, je suis ambassadeur de WOSME. WOSME, c'est la World Union for Small and Medium Enterprise, une organisation qui accompagne les États sur les perspectives de développement des SME, qui est la base même de la création des activités. Parce que les États ne créent pas la richesse, c'est des entreprises qui créent la richesse. L'État est régulateur et l'État donne les perspectives de sa politique pour l'économie, et les entreprises sont des éléments essentiels pour la création de richesses. Et donc l'Afrique doit s'en saisir, créer assez d'entreprises. Si vous avez 1000 entreprises chez vous, vous devez vous battre pour avoir 3000 ou 1 million d'entreprises. C'est ce qui fait le coche, c'est ce qui fait avancer les pays. Donc tout ce que je fais, c'est grâce aux autres, parce qu'on ne peut pas faire tout seul. On n'apprend jamais de soi-même, on apprend avec les autres. Alors, vous avez eu donc un passage dans ce monde de la finance. À quel moment avez-vous compris que votre expertise financière devait se transformer en une forme d'engagement social? Vous savez, lorsque qu'on est ambassadeur, on
on est lié par une activité d'approche et de service. C'est-à-dire, on vous dit, on vous donne des missions pour aller voir des gens, pour réguler, pour discuter et pour aplanir, pour trouver des solutions. Et cette activité m'a permis d'avoir, pendant mes séjours en Afrique, d'avoir une idée globale sur l'Afrique, sur les problématiques diverses, sur ce qui marche, ce qui ne marche pas. Alors j'ai décidé tout simplement de dire, voilà, et si je m'engageais moi-même à apporter des solutions là où je peux. Donc je me suis arrêté après ma mission à la Commission internationale des droits de l'homme, je me suis arrêté à créer des entreprises. Alors je me dis, si je crée mes entreprises, je pourrais, à partir de mes entreprises, à partir des relations que j'ai eues pendant mes missions avec les chefs d'État, avec les décisionnaires en Afrique, je pourrais essayer d'apprendre et d'apporter ma contribution sur telle ou telle partie. C'est pour cela que j'ai créé des entreprises. J'ai créé Open Business Africa en 92 et j'ai essayé de voir ce que je peux faire. Alors Open Business Africa, c'est quoi? C'est une entreprise qui propose ses services d'abord parce que toutes les entreprises du monde ont vocation à partir en Afrique. Mais ils ne savent pas souvent, il y a des problématiques. Donc on essaie de proposer nos services pour leur dire, voilà, nous sommes une rampe de lancement qui permet à votre entreprise de se faire connaître en Afrique et d'apporter sa contribution globale sur l'Afrique. Et nous renforçons, à la même occasion, les problèmes d'investissement public. C'est-à-dire l'État, dans sa perspective d'évolution, dans ses choix, ce qu'il veut faire, nous essayons de voir qu'est-ce qu'il veut faire. Par exemple, il veut construire des stades, il veut construire des routes. Nous proposons nos services pour apporter nos partenaires essentiels pour apporter de la contribution à l'État. Mais nous sommes aussi critiques sur les politiques de stratégie dans tel ou tel domaine. Nous apportons notre contribution à ce niveau, dans les mines, dans l'agriculture et dans d'autres secteurs. Par exemple, nous cherchons à avoir chaque 2 ans une stratégie de proposition, c'est-à-dire on se dit, cette année on va parler de l'agriculture. Et pendant l'année, on fera que l'agriculture et on trouvera des solutions pour l'agriculture. Où on choisit, cette année, on fait l'industrie. Nous avons choisi, par exemple, de travailler avec nos partenaires indiens, qui s'appellent Ashok Leyland, du groupe Endusa, comment nous pouvons les aider à apporter quelque chose en Afrique. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de vendre vos bus, de mettre dans les bateaux et venir en Afrique. Nous avons dit non. Il faut trouver une stratégie pour arriver en Afrique, pour créer une usine d'assemblage de bus. C'est ce que nous avons fait. Et nous sommes aujourd'hui dans 5 pays. Pour promouvoir un développement local aussi. Complètement. Oui. Parce que finalement, il faut d'abord, si vous créez une usine, vous avez de l'espace. Après l'espace, vous avez le training center, vous avez le centre de formation pour recruter les jeunes qui sont sortis de l'école, qui n'ont pas de travail. Donc, ils apprennent un métier nouveau et ce métier doit impacter la vie de l'usine que vous allez faire pour monter, pour mettre les bus sur le marché africain. Et cela renforce les capacités des États, puisque beaucoup d'entreprises font le transport privé en Afrique, mais beaucoup de pays n'ont pas de transport public. Donc si vous créez une usine d'assemblage de bus, cela rend service à quelques États, puisqu'ils peuvent accéder directement à un bus qui est en Afrique dont le coût est modéré, puisqu'il n'y a pas de coût de transport. Et donc, on peut conseiller les États à avoir une stratégie de modification pour le transport urbain. Parce que, économiquement, il y a quelque chose que les gens ne voient pas, c'est subliminal. Quand vous n'avez pas de transport public, beaucoup de personnes viennent en retard au travail. Parce qu'ils n'ont pas de transport. Et cela est un déficit, est un impact négatif sur l'économie. Alors, en tant qu'économiste, je me dis, pour réguler ça, il faut trouver un moyen de régler la possibilité de mettre en place les transports publics. La mobilité. La mobilité. Donc, si vous avez la bonne mobilité, les gens viennent forcément au travail. Bien sûr. Alors, avec Open Business Africa, comme avec Sidiga, on voit bien que l'objectif, c'est d'avoir plus d'investissements en Afrique, mais concrètement, dans un monde aussi polarisé que le nôtre, où les grands groupes préfèrent parfois aller au bout du monde, à l'autre bout du monde, s'implanter parce qu'ils ont des coûts de fabrication, le coût de la main-d'œuvre encore plus cher que même qu'en Afrique parfois. Est-ce que c'est de plus en plus difficile d'attirer des grands groupes justement en Afrique, sur le continent? Oui, c'est de plus en plus difficile parce que nous n'avons pas une politique d'attraction qu'il faut créer. Moi, j'ai été en Chine 4 fois.
Et quand vous voyagez, il faut avoir le temps et puis l'intelligence de voir ce qui se passe chez les autres. Les Chinois ont commencé par quelque chose de très simple. Hein. Ils ont dit, voilà, si vous voulez venir chez nous, on va essayer de connaître comment vous faites les choses. Hein. Si vous voulez construire des avions chez nous ou bien nous livrer, ben, nous préférons que vous travaillez avec nous pour qu'on puisse savoir comment vous faites. C'est la même chose que l'Afrique doit faire. C'est une leçon, c'est une vision claire de la collaboration. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand vous voyez le marché africain, les mines par exemple, lorsque nous avons eu notre indépendance, on nous a dit, ne vous inquiétez pas, on va vous acheter vos minerais, on va les transformer, vous aurez de l'argent pour vous développer, tout ça. Mais tout ça, c'était pas ce qu'il faudrait faire. Il faut, au départ, oui, mais aujourd'hui, non, ça ne marche pas. Il faut repartir dans une autre étape, pour dire, voilà, nous avons collaboré ensemble. Aujourd'hui, nous avons une certaine nécessité impérieuse de transformer nos minerais. Donc, arrêtez de vendre nos matières premières brutes, les transformer sur place. Si vous décidez de transformer vos matières premières, vous avez le volet formation, vous avez le volet adaptation, vous avez le volet environnemental. Donc, vous faites une étude globale sur tout ça, vous avez des ingénieurs africains qui sont qualifiés, eh bien, nous mettons en place quelque chose qui marche et nous mettons en place les usines de transformation pour transformer nos matières premières. Mais attention, avant cette transformation, avant cette décision, il faut trouver l'étape nécessaire qui est l'énergie. Parce que vous ne pouvez pas transformer si vous n'avez pas d'énergie. Bien sûr. Donc il faut absolument des étapes qui vous permettent d'enclencher votre rampe de lancement, c'est-à-dire votre transformation de matières premières à partir de votre continent. Vous savez, si vous faites une projection aujourd'hui sur le continent africain, la RDC, les batteries que vous avez dans les voitures, les téléphones que nous avons tous dans nos poches, les 70% des minerais viennent d'Afrique. Bien sûr. Mais il est impossible de continuer comme ça. Nous devons avoir la possibilité de créer des usines de transformation chez nous, c'est-à-dire les batteries qui partent de l'Afrique pour le monde. Donc c'est à cela que nous devons y arriver. Eh bien, on ira un petit peu plus loin dans ce domaine d'expertise qu'est le vôtre. Mais à présent, je vous propose d'abord de parler un petit peu, de faire un point sur l'actualité dans votre domaine évidemment. Et donc, on passe au retour sur l'actu dans le franc-parler. Le franc-parler, retour sur l'actualité. Eh bien, nous abordons à présent avec Cheikh Keïta un dossier qui donne le tournis par ses chiffres et ses ambitions, le projet Simandou 2040, le 5 mars 2026, le 5 mars dernier, c'est-à-dire la semaine dernière. Donc, le Conseil national de la transition en Guinée a adopté ce plan de transformation économique historique. L'objectif étant de transformer donc ce qu'on appelle le scandale géologique guinéen en une réalité économique concrète à travers un programme de 200 milliards de dollars sur 15 ans. C'est une vraie feuille de route pour refonder le territoire guinéen, agriculture, éducation, infrastructure et santé. Que représente ce gigantesque plan de transformation Simandou? Alors Simandou, c'est bienvenue en Afrique, hein, bienvenue en Guinée. Simandou tire la Guinée et l'Afrique à un certain niveau d'industrialisation, de projets immenses, 200 milliards de dollars, ce n'est pas quand même un euro. Et Simandou, c'est un projet gigantesque sur lequel le gouvernement de la Guinée parie sur d'abord la transformation globale, structurelle de notre pays. L'économie de la Guinée à un certain niveau depuis quelques années a pris un certain essor et pour consolider cette avancée, nous avons lancé le projet Simandou qui est un projet de changement. Un projet de changement, un projet qui va tirer de haut notre pays. Mais nous devons faire attention parce que un projet n'a jamais transformé globalement à 100% un pays. Puisqu'il y a des défis,
il y a les difficultés, il y a les avantages et les inconvénients. Et donc, nous devons saisir l'occasion pour essayer de ne pas faire l'erreur que les autres pays ont fait au niveau de la transformation de ces grands projets. Et surtout, les investissements. On parle de 200 milliards pour un pays quand même dont le PIB actuel n'est pas dans les sommets. Trouver cet argent sera possible pour l'État de Guinée. On parle de 65 milliards dès la première phase, c'est-à-dire entre 2025 et 2030. Ça vous semble à peu près réaliste? Oui, c'est réaliste, puisque finalement, aujourd'hui, quand on prend le monde, vous avez deux mondes, en fait. Vous avez un monde où vous avez les finances, vous avez l'opulence, en termes financiers, vous avez le développement, et vous avez un autre pôle, un autre monde, où ce monde est dans une perspective nouvelle de développement pour arriver à un niveau des autres. Et aujourd'hui, le monde, quand vous faites une projection, l'Afrique est devenue un continent, une solution pour elle-même et une solution pour le monde. Donc, comme les industries extractives à 60-80% sont en Afrique, eh bien, les pays développés, pour générer leur plus-value, sont obligés de se tourner vers l'Afrique, puisque c'est nous qui avons les terres arables, c'est nous qui avons les minéraux critiques pour le développement. Donc, finalement, les finances, les banques, les institutions internationales se tournent vers l'Afrique pour cela. Donc, c'est possible, c'est un investissement possible qui est calculé, qui est projeté. Donc, les 65 milliards de dollars sont possibles et les 200 milliards de dollars sont possibles puisqu'on croit au projet. On croit au projet parce que, vous savez, à un certain niveau, à un certain moment en Afrique, nous avons commencé Simandou, mais ça s'est bloqué parce que les coûts et les prix de fer avaient chuté à un certain moment et nous avons attendu que les grands groupes miniers qui sont des lobbies et des comités de fer dans le monde se mettent ensemble pour qu'ils puissent parler du même voix afin que finalement le projet de Simandou puisse renaître au bon moment puisque le niveau du fer est quand même levé et aujourd'hui la projection que nous faisons de Simandou puisque les grandes entreprises du monde qui sont dans ce domaine se sont mis d'accord et nous avons lancé Simandou pour cela parce que ce n'est pas une décision d'un seul groupe, c'est une décision d'un comité, d'un groupement qui nous a permis de mettre sous rail Simandou. Justement, ambassadeur, est-ce que les marchés internationaux, les investisseurs que vous côtoyez certainement au SIDIGA sont prêts à suivre un tel volume d'investissement en Guinée? Vous sentez qu'il y a un attrait pour la Guinée d'aujourd'hui? Vous savez, un investisseur, avant de prendre la décision de mettre 1 euro, il essaie de voir d'abord si c'est 1 euro en rentabilité. Est-ce que, avec la fluctuation du monde, avec la difficulté actuelle, bon, nous sommes dans un monde qui arrive à un moment où nous faisons ces investissements, un monde un peu troublé par les guerres et autres. On fait très attention, mais la décision qui a été prise pour aller au projet Simandou a été prise avant cette problématique que nous avons aujourd'hui, la problématique tout à fait de guerre. Et donc, les investisseurs, quand ils décident de mettre 1 euro, ils savent pourquoi ils le mettent, ils savent dans quelle durée de rentabilité est possible. Donc la Guinée, c'est un pays qui se vend bien aujourd'hui parce que il n'y a pas que les minéraux de fer en Guinée. Nous sommes le 2e producteur de bauxite au monde. Nous avons d'autres minéraux que les gens ne savent pas. La Guinée a l'uranium, par exemple. Mais on n'en parle pas aujourd'hui, puisque ce n'est pas le moment d'en parler. La Guinée a des terres rares. La Guinée a du pétrole, mais on n'a pas encore commencé le développement de ce secteur-là. Donc c'est un pays où tous les investisseurs du monde sont intéressés. Et on parle aujourd'hui de bauxite et de fer, mais demain, on parlera d'autres choses. Donc il vaut mieux être à l'étrier dans un projet et pour essayer d'être sûr, assuré d'être dans des autres projets sur la Guinée. Parce que quand les investisseurs viennent dans un pays, ils voient les richesses du pays, ils voient le bureau de recherche minier du pays, quelles sont les perspectives, quelles sont les réserves de ce pays. Donc derrière leur tête, ils ont ce projet-là, mais ils ont aussi d'autres projets
qui seront tout à fait sur la table pour l'exploitation. Donc la Guinée, c'est un pays qui est un pays vraiment minier après la RDC. La Guinée représente un pays minier très fort, à très fort potentiel. Justement, Simandou, c'est le nom aussi du grand gisement de fer, le plus grand gisement de fer d'ailleurs au monde, qui est situé au sud-est de la Guinée. Pourtant, le plan affiche une volonté en fait de diversification. On parle vraiment d'autre chose, on parle d'agriculture, on parle de tourisme, on parle de santé. En tant qu'expert, est-ce que vous croyez que la Guinée peut utiliser la manne du fer en particulier pour financer ces autres secteurs sans tomber dans le piège dans lequel sont tombés d'autres pays, la RDC notamment, sans tomber dans ce piège de la rente minière? La rente minière qui finalement paralyse des pays qui pourtant sont très riches en minerais stratégiques. Vous savez, quand vous avez du miel, le miel attire des abeilles et autre chose. Donc, le projet Simandou attire les grands investisseurs du monde, mais attire aussi d'autres secteurs qui n'ont rien à voir avec ça. Des secteurs tout à fait du crime organisé et autres. Hein, il faut le dire, parce que quand un projet est aussi vaste, ça entraîne tout à fait l'arrivée dans votre pays de plein de personnes, d'entreprises qui sont des bonnes entreprises, mais aussi des mauvaises. Vous savez, il n'y a pas que des entreprises qui sont nettes, qui viennent pour cela. Donc l'État a sa place, son rôle à jouer, pour essayer de regarder tout ça. D'être la vigie un peu. Il faut que l'État soit vigilant pour voir tout ça, afin que le projet puisse se rendre. C'est vrai que si nous devons réussir ce projet, il faut 2 étapes. Il faut inclure tous les Guinéens dans la marche de ce projet, pour la réussite de ce projet. Il faut inclure la gente féminine, et qui est aussi une partie extraordinaire du pays, puisqu'on pense souvent que les femmes sont derrière le bureau, mais il y a des femmes qui sont dans les mines, il y a des femmes qui sont techniciennes, des femmes qui sont ingénieurs. Il faut créer un lobby de femmes pour l'exploitation minière. Il faut insérer la diaspora aussi, peut-être. La diaspora aussi. Il faut des volets globaux pour essayer de réussir ceux qui n'ont pas réussi ailleurs. Et aussi constituer des groupes de recherche et aussi des communautés villageoises et les communautés rurales pour qu'ils donnent leur point de vue sur le projet. Parce qu'on ne peut pas réussir un projet en s'imposant de là-haut aux communautés villageoises. Il faudrait que nous ayons une stratégie de relève des solutions à partir de la base pour qu'on puisse savoir ce qu'il faut faire pour élever les gens à leur niveau dans les villages. Puisque si on parle de l'agriculture, ce n'est pas dans la capitale. L'agriculture, c'est dans les provinces, c'est dans les zones reculées. Et l'impact du projet sur ces agriculteurs, et puis il y a une problématique aussi de terre. Si vous arrivez pour votre projet, il y a des gens qui sont propriétaires des terres. Comment il faut faire pour associer ces gens-là dans le projet afin de les dédommager, parce que vous prenez une partie de leurs terres qui sont des terres agricoles pour essayer de faire quelque chose d'extraordinaire et d'exemplaire. Parce que si tous ces volets-là sont réunis, nous réussirons. Mais si nous n'avons pas la capacité d'apporter du bon sens à tous les niveaux, ben on ne réussira pas. Il faut aussi éviter la prédation des multinationales, notamment chinoises, dans le domaine des minerais, des multinationales occidentales aussi, qui vont essayer de tout rafler. Où existe-t-il vraiment des mécanismes pour que les PME guinéennes puissent profiter aussi d'un tel projet? Vous savez, si vous recevez quelqu'un chez vous, vous lui dites bonjour et vous lui dites installez-vous. Vous lui montrez là où il doit s'installer. Mais si vous invitez quelqu'un chez vous et vous ne le dites pas là où il doit s'installer, quelles sont ses limites, mais vous le trouverez dans votre chambre. Donc l'État doit avoir sa part de
décision. Nous recevons tout le monde chez nous, mais voilà ce qu'il faut faire pour nous éviter des surprises. Donc l'État doit réguler. Les Chinois, c'est des bons travailleurs, mais si on ne dit pas aux Chinois, chez nous, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est pas comme ça qu'il faut faire, ben nous ne réussirons pas. Donc il faut la maîtrise du temps, la maîtrise de l'action et la maîtrise de notre programme. Et le suivi de notre programme, nous devons dire ce que nous voulons et nous imposer pour cela, pour ne pas avoir de débordement. Alors, vous dirigez Open Business Africa, je le disais, dans ce plan Simandou, est-ce qu'il y a moyen justement je parlais de la diaspora, de faire des connexions entre une diaspora active et qui est déjà constituée dans le secteur économique, le tissu économique peut-être occidental ou ailleurs, et ce plan guinéen, est-ce qu'il y a des connexions qui peuvent se nouer? Vous savez, la diaspora, avant, c'était une diaspora de contestation. Vous savez, la diaspora... Justement, au-delà de cet aspect politique, oui. Est-ce qu'on peut aller dans une démarche de réconciliation politique et se dire qu'on travaille pour le bien du pays? Pourquoi la contestation, ici, au niveau de la diaspora, depuis des années, les diasporas diraient, oui, nos pays africains, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de démocratie, il y a cela, ça. Mais la diaspora a changé. La diaspora, pour moi, doit être une diaspora de contribution positive et d'action qualitative envers nos pays. Donc la diaspora doit s'inclure dans une stratégie efficace, soit de contrôle, de visibilité, d'apport. Si la diaspora veut être utile, elle doit se retourner à chaque fois sur le pays pour donner son point de vue sur des grands projets. Et puis, comme dans la diaspora, il y a beaucoup de personnes qui ont créé des entreprises, je pense que la diaspora peut être une force utile pour s'insérer dans le programme de projet Simandou afin d'apporter sa contribution. Mais cela, il faut deux choses. Il faut que l'État ouvre les portes et que l'État puisse donner la possibilité, faire un appel à sa diaspora pour sa contribution positive et pour son action globale dans le projet Simandou. Puisque si vous laissez votre diaspora, ils peuvent rester là où ils sont. Mais si vous les ouvrez la possibilité de venir contribuer à la transformation de votre pays, ils viendront sans doute. Alors, le gouvernement appelle les partenaires techniques et financiers à accompagner cette vision. Si vous aviez, vous, Cheikh Keïta, demain, le président d'une grande institution financière ou un investisseur majeur face à vous, quel serait votre franc-parler, pour reprendre le nom de cette émission, pour le convaincre que la Guinée de 2026 est une destination sûre et rentable? Oui, alors, vous savez, tous les pays sont différents. Pour avancer, il faudrait d'abord que l'Afrique ou la Guinée, qu'on fasse une comptabilité des erreurs du passé. Il y a eu beaucoup d'erreurs. Nous devons partir de ces erreurs pour les transformer, pour être dans une certaine victoire, une réussite. Je vais vous donner un exemple. Lorsque nous avons eu notre indépendance, on nous a dit, ne vous inquiétez pas, on va faire des routes et avec les camions, on va pouvoir développer le commerce et on va pouvoir faire plein de choses. Mais c'était de l'heure, c'était une erreur. Ce n'est pas des routes qu'il avait fait, c'est des chemins de fer. Alors ça, c'est des erreurs du passé. Aujourd'hui, nous devons voir, pour mettre en place, à partir de ce que nous connaissons des autres pays, ce que nous devons faire pour transformer nos pays et notre continent. Aucun pays ne s'est développé, aucun continent ne s'est développé sans chemin de fer. Quand on prend l'exemple de l'Angleterre et des États-Unis, mais c'est le chemin de fer qui a été un élément essentiel pour l'économie. Bien sûr. Aujourd'hui, quand vous voyez l'Afrique, vous avez 2% au niveau du chemin de fer. Alors, j'ai parlé il n'y a pas longtemps avec le directeur de l'Agence africaine de soutien au réseau routier. Je lui ai dit, cher ami,
moi, je vous propose de transformer cette agence en disant l'agence africaine de réseau routier et de chemin de fer. Chemin de fer. Parce que nous devons travailler pour mettre en place le chemin de fer en Afrique. Donc l'Afrique, pour qu'on puisse arriver à ce que nous voulons, il faut des éléments et des étapes. D'abord l'industrialisation. Avant d'opter l'industrialisation, il faut l'électrification. Avant d'arriver à cela, il faut mettre en place les éléments essentiels de la mobilité, c'est-à-dire le chemin de fer. Si nous avons le chemin de fer, nous pouvons aller. Alors pour dire aux gens, venez en Guinée, la Guinée est un pays extraordinaire pour les investissements, oui, les perspectives sont extraordinaires. La Guinée a beaucoup de ses enfants à l'étranger qui ont une très belle ressource, parce qu'ils sont tous allés à l'école, nous avons des ingénieurs, nous avons beaucoup de docteurs, des médecins, mais il faudrait que l'État ait une politique d'ouverture de la diaspora. Mais si vous n'ouvrez pas votre pays à votre diaspora, ils ne viendront jamais. Par exemple, on peut dire à la diaspora, écoutez, nous avons un plan où tous les diasporas qui arrivent, on a un prêt à taux zéro, nous avons une superficie que nous donnons aux diasporas pour qu'ils puissent arriver dans notre pays et construire des entreprises. Ainsi, ça peut être un élément moteur pour faciliter le retour aux diasporas. Enfin, il faut quelque chose, il faut une proposition utile pour que les diasporas puissent s'engager à retourner dans le pays, parce que c'est essentiel. Alors, on va terminer ce retour sur l'actu avec une autre actualité, un autre dossier, un dossier qui illustre parfaitement les défis d'une souveraineté africaine, le pétrole au Nigeria. Alors, le baril s'enflamme et dépasse les $100 depuis le conflit en Iran et Israël et les États-Unis qui frappent dans l'Iran. Tous les regards sont aussi en Afrique tournés vers Lagos. La méga raffinerie d'Aliko Dangote, la plus grande du continent, vient de prendre un engagement assez fort, privilégier le marché intérieur nigérian pour éviter les pénuries. C'est un changement en fait de paradigme historique pour le premier producteur de brut d'Afrique qui passait son temps à importer sa propre consommation et son propre carburant raffiné, ce qui peut apparaître comme un non-sens. Ambassadeur Cheikh Keïta, vous qui dirigez des entreprises, qui connaissez un peu ce milieu, qui connaissez le milieu de la banque aussi, avez conseillé des investisseurs internationaux, comment vous analysez ce bras de fer entre un empire privé comme Dangote et la volatilité d'un marché international en plein chaos comme celui du pétrole actuellement? Alors, vous savez, tous les économistes du monde regardent aujourd'hui cette problématique globale qui est le pétrole. Parce que le pétrole est un élément essentiel de vie aujourd'hui, c'est connu, Bien sûr. et qui régule les marchés, qui parfois risque... il y a eu des histoires où la problématique du pétrole a risqué de faire tomber quelques gouvernements, parce que quand la population est tout à fait en ébullition, donc le pétrole, c'est un élément clé. Bien sûr. Et avec les problématiques du monde, la guerre et autres, c'est vrai, on arrive à une situation difficile. Alors Dangote, heureusement que nous l'avons, Dangote en Afrique. Moi, j'ai été invité à la cérémonie d'inauguration de sa raffinerie, c'était une très belle fête. Mais vous savez, le Nigeria déjà a 243 et quelques millions d'habitants. Ajouter au Nigeria d'autres pays comme la RDC, 100 millions, 5 et quelques millions, et d'autres, et la population africaine, nous sommes nombreux. Et quand vous faites une perspective économique, une vision, vous vous dites la raffinerie de Dangote, c'est bien, mais c'est minuscule. Au niveau de ce que nous... Par rapport à la démographie. À la démographie, par rapport à l'attente même de la population. Donc c'est une bonne chose pour que Dangote soit là. Dangote a eu d'abord des problèmes dans son pays, parce que finalement, pour raffiner le pétrole, il a fallu que finalement on trouve une stratégie pour que finalement le brut soit mis dans sa raffinerie. Et avec l'État, c'était une problématique globale déjà dans son pays, et finalement ça s'est arrangé. Et aujourd'hui, ce que nous devons faire, c'est une cohésion stratégique
C'est-à-dire les États africains doivent se réunir. Est-ce que nous devons avoir toujours importer le pétrole raffiné sur notre continent? Est-ce que nous devons créer une deuxième raffinerie? Est-ce que nous laisserons ça à une société privée? Est-ce que nous allons nous mettre ensemble pour dire voilà la stratégie et la cohérence d'esprit des chefs d'État d'Afrique pour créer une raffinerie africaine? Parce que pourquoi pas? L'Angola, le Nigeria et d'autres pays pétroliers, mais on peut se réunir sur une directive commune pour créer une raffinerie ensemble qui peut tout à fait servir toute l'Afrique. Vous savez, la problématique globale de l'Afrique, c'est que finalement, les choix sont souvent des choix des États. C'est-à-dire, chaque pays a son choix, mais nous devons nous ouvrir aujourd'hui à dire que finalement, nous sommes Africains, nous devons avoir une stratégie des projets d'ensemble. harmonisés. Des projets d'ensemble. Cela, on peut dire, voilà, le Nigeria, vous apportez 100 millions, la RDC, vous apportez 200 millions, enfin 100 millions, enfin, on peut créer des stratégies. Vous avez du pétrole, nous on est voisins, Voilà. on a autre chose, une autre ressource dont vous avez besoin. Il faut créer des stratégies. Parce qu'un pays comme le Nigeria, en plus, premier producteur de pétrole en Afrique, mais a des citoyens qui payent l'essence quand même assez cher, au prix fort, plus de 1000 naira le litre. Vous qui prenez... À 1500. Oui, voilà. Vous prenez la bonne gouvernance. Comment expliquer qu'un pays si riche en ressources ne parvienne pas à protéger son chauffeur taxi ou son ouvrier de cette inflation alors qu'il est le premier producteur en Afrique? C'est une stratégie globale sur l'économie. Parce que vous savez, beaucoup de pays subventionnent hein, Bien sûr. des entreprises comme ça pour que finalement, il y ait une certaine régularité économique au niveau de la tension sociale. Tous les pays ont peur de la tension sociale. Donc c'est pour cela que finalement, on subventionne quelques secteurs pour que finalement, on ait un équilibre total au niveau tout à fait de la paix sociale et autres. Bien sûr. Mais économiquement, il faut partir dans un autre cadre. C'est-à-dire voir dans quelle mesure l'entreprise qui est au centre de l'exécution, c'est-à-dire la raffinerie Dangote, comment faire pour que cette entreprise soit d'abord rentable. D'abord rentable. Et comment faire pour que cette entreprise ait le maximum tout à fait de produits bruts. C'est-à-dire, on peut prendre au Nigeria, il ne peut pas simplement se dire que le brut nigérien me suffit. Il faudrait des accords tout à fait extérieurs pour apporter le brut de l'Angola ou d'autres bruts venant d'autres pays africains pour faire une décision globale afin de réussir sa stratégie. Parce que si vous allez parfois au Nigeria, en temps de crise, vous avez des kilomètres de taxis, de kilomètres de gens qui sont à la pompe. Ça, ce n'est pas possible. C'est quand même incroyable. Les gens ne comprennent pas comment, dans un pays producteur de pétrole, on peut arriver à ce niveau-là. Oui. Il faut que l'État s'y mette. Il faut que les entreprises s'y mettent. Il faut que Dangote change sa stratégie en améliorant ses approvisionnements, en trouvant une stratégie africaine pour essayer de faire une stratégie qui lui permet d'être au centre tout à fait des approvisionnements africano-africaine pour que son entreprise soit tout à fait au centre de cet équilibre. Peut-être aussi en sortant du monopole, parce que c'est peut-être un des modèles qui pose problème. Est-ce que vous préférez un super champion, une grosse multinationale africaine comme ça, ultra puissante qui dicte sa loi, en quelque sorte, ou une multitude de petites vous savez, entreprises qui réussissent? L'économie a des règles. Et les règles acceptent la concurrence. Donc, un multipuissant qui régule tout n'est pas bien pour l'Afrique. Il faut des entreprises, quelques entreprises qui sont dans un secteur donné pour que le choix de l'utilisateur, du client, soit tout à fait un choix propre. C'est-à-dire, si vous imposez la suprématie d'un groupe sur un continent dans un secteur donné,
vous créez des problématiques Bien sûr. que vous ne pouvez pas résoudre. Mais si vous donnez la chance à ouvrir et avoir plusieurs champions, c'est mieux pour l'Afrique. On a vu avec la Côte d'Ivoire et son cacao, on parlait aussi du fer guinéen, que l'Afrique exporte souvent ses propres matières premières pour les racheter transformées parfois d'ailleurs. Le modèle Dangote, d'une transformation locale massive financée par des capitaux privés africains, privés ou publics, ou privés-publics, mixés, un mix des deux, c'est la seule solution aujourd'hui pour sortir de la dépendance qu'on a en Afrique, ou est-ce qu'on peut dire que le Nigeria et Dangote, c'est juste une exception? Non, il faut avoir une politique d'ouverture et de changement. Vous ne pouvez pas construire l'économie d'un pays avec une stratégie simple qui est celui de vendre vos produits critiques, des produits miniers ou des produits agricoles aux autres sans les transformer. Nous devons, au début de l'émission, j'ai dit que nous devons faire, comment dirais-je, une visibilité, pointer les erreurs du passé, hein, pour ne pas les refaire. Si vous êtes dans l'agriculture, vous pouvez commencer à vendre, mais à un certain moment, vous devez arrêter pour dire, voilà, il faut transformer. La phase ultime de tout secteur, que ce soit des secteurs agricoles ou des secteurs miniers, la phase ultime, c'est celui de la transformation. Parce que les gens qui vous achètent vos produits, ben, vous renvoient ce même produit. Bien sûr. Et cette fois-ci, vous l'achetez plus cher. Donc, est-ce que c'est mieux de vendre à ces gens-là vos produits que vous allez recevoir dans quelques années ou dans quelques mois, ce même produit que vous avez vendu, pour l'acheter plus cher? Non, c'est mieux de les transformer. Donc, l'Afrique doit se mettre dans une stratégie de transformation de ses matières premières, agricoles et autres. Parce que nous ne pouvons pas continuer à importer. Nous ne pouvons pas continuer à attendre l'argent qui vient de l'étranger. Alors souvent, j'entends en Afrique, oui, nous attendons le financement de tel ou tel projet et tout ça. Mais nous devons arrêter d'attendre l'argent qui vient de l'étranger. Nous devons faire l'argent chez nous. Nous sommes le seul continent qui a de l'or et qui n'a pas des tonnes d'or dans les banques. Si vous voulez avoir une assurance globale sur l'économie de votre pays et sur la possibilité d'aller sur le marché pour présenter des assets avec le notissement sur l'or, si vous n'avez pas d'or, vous ne pouvez rien faire. Donc, nous devons avoir la capacité de créer des sources de ressources qui servent de garantie pour aller sur les marchés, pour lever des fonds. Ce n'est pas la Banque mondiale simplement et les organismes financiers de Bretton Woods qui peuvent nous donner tout à fait la possibilité d'accès au crédit, au financement. Nous devons nous-mêmes créer des éléments de valeur qui nous permettent d'aller négocier sur le marché international l'argent que nous voulons pour nos projets. Merci, merci beaucoup, ambassadeur Cheikh Keïta. On va passer à la prochaine rubrique de cette émission. On va parler vrai. Le franc-parler. On va parler vrai. Alors une seule question, très forte, très problématique aussi parfois pour certains pays, une question qui va structurer cette rubrique, on va parler vrai. Cheikh Keïta, est-ce que les minerais stratégiques sont une malédiction pour l'Afrique? Le cas de la RDC est un des plus saillants, un des plus importants et des plus symboliques de cette situation. Pays probablement le plus riche au monde en termes de ressources, et pays pourtant qui aujourd'hui est en train de brader ses ressources contre une certaine accalmie dans l'est donc du pays, brader notamment la plus puissante des nations, c'est-à-dire les États-Unis, qui viennent jouer les pacificateurs, mais aussi qui ont des visées très claires sur ces ressources minières, sur ces actifs miniers. Est-ce que les ressources aujourd'hui sont devenues une malédiction pour ce continent? On peut aussi parler du Sahel, on peut parler d'énormément de régions de ce continent africain qui peinent à se développer alors qu'ils sont dits
être des terres riches et lucratives en termes miniers? Écoutez, je dirais plutôt que les réserves minières et les richesses du sous-sol, les minerais critiques que l'Afrique renferme, est une chance pour l'Afrique. Une chance, mais qui attise des convoitises énormes sur l'Afrique. L'Afrique est devenue un enjeu économique, géopolitique, financier, et un enjeu incroyable sur le choix que les grands pays ont fait sur leur stratégie de développement, sur leur stratégie de fabrication, sur leur stratégie géopolitique. Pourquoi? La Chine a un projet qu'on appelle la route de la soie. Et dans cette route de la soie, ce n'est pas simplement la route vers l'Europe, c'est une route transcontinentale qui englobe une stratégie globale au niveau de son économie et au niveau de sa vision et sur ses choix. La Chine a l'ambition d'être le premier pays dans le monde qui peut être le numéro 1 dans la fabrication des avions. Et pour fabriquer des avions, il vous faut des aluminium, il faut d'autres produits, il faut d'autres éléments. Et l'approvisionnement global de cette capacité de fabrication de l'avion, c'est l'Afrique. C'est pour cela que les 80% des achats de l'aluminium, de la bauxite en Guinée, c'est les Chinois. Les Chinois, dans la route de la soie, ont décidé qu'ils veulent être les premiers dans la fabrication des bateaux. Et dans le bateau, il y a du fer, il y a l'aluminium, il y a d'autres produits. Donc, ils vont là où ils vont il y a des ressources. Où il y a des ressources. Les Australiens sont dans le domaine du fer, l'un des premiers, et pour trouver du fer, mais c'est l'Afrique. Donc, l'Afrique est devenue un enjeu multipolaire, un enjeu géostratégique, économique, très puissant. Mais d'autres se développent sur son dos, si je puis me permettre. Comment et pourquoi? Pourquoi ces ressources ne profitent toujours pas en 2026 aux Africains? Parce que nous avons une stratégie de gouvernance qui n'est pas, qui est opaque. Une stratégie de gouvernance qui n'est pas ouverte. Si vous avez un projet, vous devez plutôt vous ouvrir à ce que votre population sache, les populations sachent que vous avez tel projet, vous avez une stratégie qui est la suivante, et vous avez une option qui est la suivante. Mais quand vous allez dans les pays où il y a des mines, puisque ces mines-là englobent assez d'attributs financiers, ça engage beaucoup d'argent et les pays tombent dans l'opacité. Donc, la population civile pense souvent à cette dynamique que nous avons dans le pays pour le développement du pays. Mais parfois, ne sait pas comment ça se passe. C'est le jour que nous aurons la possibilité d'ouvrir cette opacité pour la rendre transparente que nous pouvons tout à fait trouver des chemins d'excellence. Parce que si vous allez sur le médecin, si vous dites j'ai mal au pied alors que vous avez mal à la tête, il ne pourra pas vous soigner. Donc, si nous avons des éléments d'ouverture de cette opacité pour être plus clair, nous avons la possibilité d'avoir la société civile de notre pays, des ingénieurs de notre pays qui peuvent amender et apporter leur contribution. Mais s'ils n'ont pas des éléments d'exercice pour la compréhension de ce que vous faites, ben, on ne peut pas tout à fait amender. Donc on est devant un problème avant tout.
politique, de gouvernance. De bonne gouvernance. Allez, on passe à présent à la prochaine rubrique, le photocall. Le franc-parler, le photocall. Dans le photocall, on passe une série de photos et on vous pose la question, je vous pose la question sur la personnalité qui sera affichée à l'écran. Si vous l'aviez au bout du fil, qu'aimeriez-vous lui dire, ambassadeur Cheikh Keïta? On commence par la première photo qui va nous être envoyée par la régie. Est-ce que vous avez reconnu Mo Ibrahim? Ah, Mo Ibrahim. Une Ah, figure de la bonne gouvernance. une figure de la bonne gouvernance. Alors, je vais regarder. Mo Ibrahim, je sais par là. Oui, Alors, Mo Ibrahim, c'est quelqu'un que j'adore et j'ai eu l'occasion d'être sur le plateau avec lui, avec le président de Cameroun, la directrice générale de la francophonie, les ministres de la culture de tous les pays africains, à l'occasion de Paris Peace Conference à la Villette. Et c'est un monsieur qui a sa verve et qui a son dynamisme, hein, et qui est un exemple. Puisque finalement, dans le travail que nous faisons pour asseoir la démocratie chez nous, c'est quelqu'un qui a pris la décision de donner la chance à la démocratie. C'est-à-dire, si vous quittez votre pouvoir en étant démocrate, et vous avez pu faire la transition dans la paix, dans l'égalité et dans la transparence, eh bien, vous avez le prix, Mo Ibrahim. Donc c'est quelqu'un que j'apprécie. Et si j'étais en face de lui, je dirais continuez, mais vous devez trouver un autre plan, une autre idée pour appuyer les transitions dans le pays, mais parce que malheureusement, ça ne réussit pas toujours. Voilà, toujours. Et cette fois-ci, je dirais de trouver une idée dans l'économie, c'est-à-dire s'impliquer dans l'économie, dans la transformation, dans l'industrialisation, par exemple. Allez, on passe à notre prochaine photo. C'est Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies. Oui, Antonio Guterres, c'est une très bonne personnalité qui a servi les Nations Unies depuis notre frère Kofi Annan. C'était le bras droit de Kofi Annan. J'ai eu l'occasion de le rencontrer plusieurs fois. C'est quelqu'un qui aime l'Afrique. C'est quelqu'un qui a le franc-parler aussi. Il assume ses idées. Et parce qu'il assume ses idées, c'est là qu'il se posait assez le problème avec les États-Unis, qui veulent aujourd'hui une autre gouvernance. Oui. Si j'étais en face de lui, je lui dirais tenez bon, ne changez pas votre stratégie. Les Nations Unies doivent être les Nations Unies. Prochaine photo du photocall. Ahmed Sékou Touré. Ahmed Sékou Touré, un grand héros africain, un grand leader. Nous sommes fiers de Sékou Touré dans les années d'indépendance. Nous pouvons analyser l'évolution de ce personnage clé de la Guinée et de l'Afrique en 2 niveaux, 3 niveaux. La première partie, c'est la partie de l'indépendance, où il a dirigé le pays à son indépendance. La France a tout fait pour l'éliminer, ils n'ont pas pu. Et la deuxième étape, c'était l'étape de difficulté, où il a sombré dans une certaine paranoïa qui nous a causé assez de problèmes, puisque nous avons eu assez de fils du pays qui ont été emprisonnés, parce que finalement, il pensait que finalement ces personnalités étaient dans un complot dynamique pour l'enlever de son pouvoir. Hélas, sa politique a fait sortir beaucoup de Guinéens de la Guinée qui sont partis à l'étranger. Et nous avons perdu des cadres dans les prisons
guinéenne, qui est une tâche, une grosse tâche noire sur sa gouvernance. Mais sinon, il reste un héros africain qui a lutté pour l'émancipation des pays africains. Sékou Touré reste une histoire emblématique de la Guinée. Photo suivante. Mahmoud Youssouf, le président de la commission. Le président de la commission, que j'ai rencontré deux fois, un monsieur très très humble et très très ouvert. Il a aujourd'hui une idée de restauration, de changement. C'est un énorme défi de diriger l'Union africaine. oui, c'est un combat permanent parce que si vous avez tous ces pays avec chacun son plan et sa façon de voir l'évolution de l'Afrique, ce n'est pas facile de fédérer tout ça. Mais surtout parce que l'Union africaine a quand même perdu de son rayonnement diplomatique. Complètement. Non, il a cette ambition de reformer, de projeter une stratégie. Vous savez, ce n'est pas facile de remplacer M. Faki, qui a fait un travail énorme, parce que quand vous êtes dans une organisation, vous avez des difficultés. Les difficultés, c'est que tous les pays ne payent pas tout de suite leur engagement. Et parfois, il y a des pays qui restent avec des dettes énormes au niveau tout à fait de leur paiement, de leurs subventions qui sont dues. Et donc, nous avons atteint maintenant une certaine organisation qui permet d'atténuer ces problématiques, mais la problématique globale, c'est celui de la mise en place de la ZLECAf et du changement. La zone de libre-échange. Libre-échange et de la problématique du franc CFA. Allez, notre toute dernière photo. C'est Kako Nugupo, l'économiste togolais. Que j'adore. Que vous connaissez certainement très bien. Un ami, c'est un frère. Vous adorez. Je le dirais, si je suis en face de lui, continue à nous faire rêver et continue à écrire de belles choses sur l'économie. Chacun a son mot à dire sur l'économie. Vous savez, le monde a connu beaucoup d'économistes, mais avec le changement de temps, le changement que nous connaissons aujourd'hui dans le monde, les économistes doivent réajuster leurs pensées sur l'équilibre du monde et sur ce que nous vivons. Donc c'est ça la difficulté aujourd'hui, trouver l'équilibre entre le changement du monde et les projections que nous avons de l'économie. Avant, nous parlons de l'économie et du capital, mais on ne peut plus parler de l'économie sans l'élément social qui élève les personnes à une vie meilleure. Est-ce que c'est le capital, la richesse qui compte, ou bien c'est l'élévation sociale et l'économie d'un pays qui compte? Kaku Nabubo pose souvent des questions extraordinaires et apporte ses relations et ses points de vue à ce niveau-là. J'aime bien ce beau monsieur et voilà, qui fait nous rêver encore. Voilà, merci pour ce tour en images de certaines figures que vous appréciez. On va passer à la toute dernière rubrique, très rapidement, la dernière rubrique Confession. Le franc-parler, la confession. Alors, la confession du jour. Ambassadeur chez Keïta, est-ce que secrètement, vous ne rêvez pas de servir votre pays, d'aller mettre la main dans le cambouis? Quand on voit votre parcours, on se demande pourquoi vous n'avez pas été appelé à Conakry ou pour servir le pays, pour être à la tête d'un ministère, par exemple. Non, tout le monde ne peut pas être à la tête d'un ministère. Est-ce que vous y pensez en vous rasant le matin? On me pose souvent cette question. Non, je contribue déjà à apporter ma contribution là où je suis. C'est vrai que quand on est fils d'un pays et qu'on a eu la chance d'aller dans les grandes écoles, avoir un bagage et puis une expertise comme le mien, c'est bien de voir si on peut apporter sa contribution à son pays.
mais le pays regarde peut-être ailleurs, ou bien le pays a tellement de fils qui sont compétents comme moi. C'est l'abondance de compétences. Je pense que c'est l'abondance de compétences, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. J'aime mon pays. Si mon pays m'appelle un jour pour une fonction qui est une fonction qui peut être dans la mesure de mes réflexions et qui me donne la liberté globale d'apporter ma contribution dans le bon sens de mes choix, j'apporterai ma contribution. Merci beaucoup, ambassadeur Cheikh Keïta, pour cette longue plongée dans votre parcours, aussi dans votre vision de cette Afrique en mouvement. Merci à vous, chez vous, de nous avoir regardés. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, pour un nouveau franc-parler.